Bonjour Rémi, comment vas-tu? Salut Greg, très bien et toi? Bah super, bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Bon, tout d'abord, Rémi, bonne année. Mais très Bonne bonne année année à toi, à toi, à pleine toutes les de... personnes qui nous écoutent. Oui, merci chère audience. On espère que vous aurez l'occasion d'écouter encore notre podcast. Exact, et si vous venez de découvrir, n'hésitez pas à plonger dans les épisodes précédents, puisqu'en fait, on a l'avantage d'être un podcast qui est evergreen, C'est vrai. c'est-à-dire qu'il peut être réécouté, et il est tout aussi pertinent, voire peut-être même plus avec le Ouais, temps. oui, c'est clair. Euh, Donc en fait, voilà, c'est vraiment voilà, c'est un podcast tech, mais qui ne parle pas que de contenu et d'actu chaude. Donc en fait, l'intérêt, c'est que si vous écoutez, si ce que vous aimez, ce que vous écoutez vous plaît, vous pouvez replonger dans les épisodes précédents. Et il y a fort à parier qu'il y a des choses qui vous intéressent dans les sujets évoqués, Tout à fait. ce qui n'est pas le cas de tous les podcasts. Ouh, ça balance. Ça commence bien cette année. 2022, année du clash. Ouais, c'est clair. Mais il y a que ça Non, pour, non, tu sais, pas. pour faire, pour monter dans le ranking, on va faire des clashs comme les youtubeurs. Mais tu sais, alors on peut faire une parenthèse là-dessus pour commencer ou Oui, ouais. En fait, tu sais que quand j'avais lancé il y a quelques années un site que tu connais, je pense, qui s'appelle Trendastic, Ouais. qui était en fait, voilà, qui parlait de tech, mais qui était vraiment sous un angle très moqueur, très clash et compagnie. Et honnêtement, j'avais eu beaucoup plus de bouche à oreille et beaucoup plus d'audience qu'avec des sites voilà, bien gentils et bien sages, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de, voilà, on taquinait la tech, on taquinait des sites, on taquinait, voilà, on mettait le doigt là où ça faisait un petit peu mal. Donc, on Ouais. avait vraiment un côté un peu satirique. Et alors, il y a plein de gens qui nous aimaient pas trop, mais énormément de personnes interagissaient avec nos contenus et nous suivaient et aimaient ce ton-là. Donc, effectivement, ouais, ça, tout ce qui polarise en fait finalement voilà, c'est un peu le principe des clickbait. Hein, c'est Ça tout ce tombe qui, tout, bien, ça tombe bien. en fait, c'est pas une digression, C'est mais voilà, une c'est ouverture pour les sujets du jour. Génial, bien joué, bien joué. exactement, tu vois, je retombe sur mes pas tel un chat. Donc non, effectivement, tout ce qui polarise génère beaucoup plus d'interaction, D'interaction. et on va le Ouais, voir dans quelques minutes d'ailleurs. exactement. Bah, du coup, Rémi, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, pour lier à ce dont tu venais parler, de ce qui polarise, d'outrance, on a un sujet sur Facebook et Google qui participent activement à la propagation des fake news. Ensuite, Canon qui multiplie les bad buzz. Et ensuite, sujet intéressant dans l'air du temps, comment faire un site éco-conçu. Super, bah écoute, c'est un programme comme je les aime, c'est-à-dire que éclectique, Ouais. hein, qui mêle réflexion, nouveauté et voilà, et sujet de fond. Donc, je pense on va encore bien s'amuser. Mais avant de rentrer dans nos sujets, je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous font du feedback. Et on le redira jamais assez, un podcast, c'est pas facile à faire découvrir. Donc, si vous appréciez ce qu'il y a dans vos oreilles actuellement, je parle pas de vos écouteurs, hein, mais du podcast, euh, n'hésitez pas à le partager, parlez-en autour de vous, envoyez le lien à des personnes qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis aussi, il y a un autre moyen, c'est lequel, Rémi, pour... Eh bien, il faut aller sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles sur notre podcast. Et ensuite, aller sur tous les appareils de la marque à la pomme, de votre entourage, de vos collègues, même de vos ennemis, et de faire la même chose pour qu'on ait plein de 5 étoiles et qu'on puisse remonter dans les classements. Voilà, ils vous remercieront plus tard, mais Absolument. en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on vous encourage vraiment à faire parler de nous parce que voilà, nous, ça nous aide beaucoup. Et puis, voilà, et puis de manière plus directe, il suffit juste de nous faire des feedbacks et nous, on apprécie beaucoup. Et puis, ça nous, s'il y a des sujets que vous aimez traiter, si, je sais que voilà, on a certaines personnes qui nous font du feedback régulier. Je pense notamment à Audrey qui nous avait accompagnés il y a quelques Il va semaines, mais elle falloir n'est qu'on pas la seule. réinvite quand même. Il va falloir qu'on la réinvite Ouais, quand même. Elle a mérité sa ouais, deuxième, ouais, de ouais, revenir en deuxième saison. carrément. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on apprend aussi en faisant ces épisodes et donc on prend tout feedback par rapport à ça. Ok, bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on est pas mal. Eh ben oui, en avant. On commence, on rentre dans le vif du sujet. Premier sujet, sujet sérieux pour bien commencer l'année. Donc Facebook et Google participent activement à la propagation des fake news. C'est une grosse enquête du MIT Technology Review, un magazine très sympa qui existe aussi en version web qui parle vraiment de tous les impacts de la tech sur le monde actuel et aussi qui font des belles enquêtes sur des sujets de fond comme je sais pas, le futur de la nourriture ou de l'intelligence artificielle.
C'est très chouette. Et donc là, ils sont penchés sur le cas des fake news et comment est-ce que ça se fait qu'elles soient autant propagées. Donc à l'origine, si on revient un petit peu en arrière en 2015, Facebook avait un peu les boules parce que c'est surtout Google qui avait la main mise sur quasiment toute la pub qu'il y avait en ligne. Donc quand vous avez un site par exemple ou un blog, vous pouvez faire un petit partenariat avec Google, c'est automatique, et vous affichez des petits encarts de pub et à chaque fois que quelqu'un clique, vous êtes rémunéré. Et donc Facebook, eux, à l'époque, c'était juste une application et ils ne pouvaient pas toucher ces gens-là. Donc ils ont inventé les Instant News qui permettent en fait, c'était vendu comme une amélioration de l'expérience utilisateur final, ce qui en quelque sorte c'est vrai. C'est vous voyez dans votre feed un article qui vous intéresse, vous cliquez dessus et au lieu d'être redirigé vers le site où ça vous fait recharger la page, etc., vous restez dans l'application et comme tout est optimisé, l'article ne met que quelques secondes à charger. Donc c'est vrai que côté utilisateur, c'est pas mal parce que vous n'avez pas à changer d'interface, vous êtes dans le même environnement, donc il y a moins de réflexion à faire. Donc ça, c'est chouette. Euh, mais surtout, pour Facebook, c'était que maintenant que l'article était en quelque sorte hébergé chez eux, ils plaçaient les pubs qu'ils voulaient. Et donc, les éditeurs étaient aussi contents parce que c'était un partenariat entre Facebook et éditeurs. Facebook leur donnait 30% des revenus de ces différentes pubs. Donc, au final, tout le monde était content. L'utilisateur, c'était simple. Les éditeurs, ils gagnaient 30% de pubs, donc peut-être plus que Google. Et Facebook était content parce que ça faisait encore plus d'argent à mettre dans les poches. Le problème, c'est que les éditeurs, ils sont devenus malins. Là où originellement, c'était fait pour pousser des articles normaux, quelque part, ils se sont dit, tiens, il y a un petit truc là, si je poste mon article dans plusieurs pages Facebook ou dans plusieurs groupes Facebook, je vais démultiplier les Source de vues, revenus. ouais, déjà les vues et ensuite les sources de revenus parce que chaque clic, chaque partage, etc., ça leur fait des gains. Et Facebook, finalement, plus l'article est partagé, plus les gens cliquent sur les pubs, plus tout le monde est content. Donc, ça, c'était la première étape, le début du dérapage, en quelque sorte. Et le deuxième dérapage, c'est que les éditeurs, ils se sont dit, mais c'est pas mal ça, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est surtout les contenus un peu outranciers ou les contenus provocateurs ou même les choses, comme tu en parlais en intro, Greg, les choses qui vont nous révulser. On va dire, c'est inadmissible. On va cliquer dessus pour en savoir plus. Et donc, c'est de là que viennent, donc vers à peu près 2018 ou même un petit peu avant 2017 pour les élections américaines, qu'on commençait à se développer des fermes de clickbait ou putaclic en français, donc mot tout attaché, mot valise, euh, dont le but c'était vraiment de créer du contenu, mais uniquement avec un titre qui va nous dire c'est inadmissible et je vais cliquer dessus. C'était juste leur but, c'est pas nous ouvrir, nous aider à agrandir notre esprit, nous ouvrir vers de nouveaux horizons, etc. C'était vraiment juste nous faire cliquer sur le lien. Et donc, c'est de là qu'il y a le plus de fake news qui sont apparus parce que plus on va être outré par quelque chose, plus on va avoir tentant enfin, on va pas lire l'article, on va juste dire ah c'est inadmissible, tiens je like et je partage parce qu'il faut que les gens sachent. Et de là finalement les fake news ont vraiment explosé et continuent à exploser de nos jours quoi. Et c'est pour ça qu'à l'origine un système qui était plutôt intéressant pour les éditeurs, pour les utilisateurs, est devenu une usine à créer des fake news dont on continue à en subir les conséquences aujourd'hui, quoi. Et, euh, et c'est vrai que Facebook propose ça, mais Google propose aussi ces articles. Alors, je ne sais plus le nom. AMP. AMP, ouais, voilà. Où quand vous trouvez un résultat dans Google, vous cliquez dessus et au lieu d'être redirigé, c'est surtout sur mobile d'ailleurs, c'est que sur mobile d'ailleurs, au lieu d'être redirigé sur le site, vous Le avez. M, c'est mobile, il me semble, Ouais, hein. voilà, peut-être, ouais. Sûrement même. Vous avez une version optimisée pour mobile qui, à nouveau, avec des pubs uniquement données par Google. Et donc, c'est vrai que comme Facebook et Google donnent directement de l'argent à ces éditeurs, quelque part, ils donnent une incentive pour continuer ce genre de comportement. Donc, ouais, donc voilà. Donc, c'est assez révélateur de pourquoi les fake news existent, en dehors du fait que, naturellement, de façon organique, elles sont propagées facilement sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux.
Là, en plus, il y a une incentive, il y a du cash, quoi. Enfin, personne va créer finalement d'usine à putaclic juste pour le plaisir d'embêter les gens ou de propager les fake news. C'est qu'au final, on en revient. Enfin, il y a de l'argent à se faire, quoi. Donc, Alors, tu peux aussi avoir cet objectif bien de sûr, propager des fake news bien sûr, bien comme, sûr, bien comme sûr. seul objectif. Mhm. Et en fait, tout ça, ça joue sur les travers des différents algorithmes. Notamment, voilà, Facebook assez tôt quand Zuckerberg a inventé, parce que l'idée vient due à l'origine, le newsfeed. Ouais. C'est quelque chose voilà, qui se sont dit comment finalement on maximise le temps que les gens passent sur la plateforme. Et donc, un des moyens qui était identifié au début, c'était de proposer aux gens des contenus finalement qui les intéressent, donc par rapport aux gens qui le suivent. Et puis on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce qu'en fait, les gens qui te suivent publient pas en permanence et puis tous les contenus ne se valent pas. Et puis en fait, typiquement, dans les gens que tu suis, il y a des gens avec lesquels tu es plus intéressé, avec lesquels tu vas plus interagir. Et puis ils se sont dit, il faut aller un peu au-delà de ça. Et du coup, comment proposer aux gens de nouveaux contenus pour qu'ils restent plus longtemps sur la plateforme? Comment je vais sélectionner ces nouveaux contenus? Il faut que ce soit des contenus qui génèrent de l'engagement. Et en fait, il n'y a pas 10 manières de générer de l'engagement. C'est soit le partage, soit le commentaire, soit effectivement liker d'une manière ou d'une autre avec un emoji. Et donc tout ça va donner finalement une sorte de score, un score à une publication. Et en fait, on va aussi, voilà, ça va permettre de dire, tiens, s'il y a beaucoup de gens qui commentent ce contenu ou qui le partagent, c'est que potentiellement c'est un contenu intéressant, c'est un contenu viral. Alors pour partir, sans parler de choses trop éloignées, mais les contenus viraux, ça peut être une vidéo marrante, tout Ah ouais, ouais, ça simplement. peut être un petit chat mignon qui fait une bêtise avec un petit chiot, quoi. Ah ouais, Et ouais. c'était un peu ça à À l'origine, l'origine, c'était c'est-à-dire ça, d'ailleurs. c'était des choses voilà, qui étaient susceptibles de te faire passer plus de temps sur la plateforme. Et comment on Ouais. identifiait un contenu versus un autre, c'était l'engagement qu'il générait. Et donc, effectivement, le problème, c'est que, effectivement, comme tu le disais très bien, il y a des acteurs qui se sont emparés de ces mécanismes et qui les ont finalement utilisés à des fins détournées. Et que de l'autre côté, on a les plateformes qui ont une responsabilité énorme parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout fait évoluer leurs algorithmes en conséquence. Et en fait, le fait d'exposer certains contenus dont on sait que l'origine est bancale et de s'assurer de faciliter la viralité de ces contenus-là, en fait, c'est quelque chose qui est entre les mains de la plateforme. Et d'ailleurs, alors il y a eu un, faudrait vraiment, j'en ai parlé récemment, mais il y a vraiment un livre sur Facebook hyper intéressant que j'ai lu cet été et qui explique tous ces mécanismes avec un certain nombre de cas, y compris le cas du Myanmar dont Mhm. l'article auquel tu faisais référence faisait Ouais. citer. C'est en fait à un moment donné, à chaque fois qu'il y a eu l'occasion de faire des choix qui allaient dans le sens d'un apaisement et de choses saines, les plateformes ont été de l'autre côté en fait parce que ça tire, c'est tirer une balle dans le pied quelque part parce que ça génère moins de temps sur le site, donc moins de pubs affichées, Mhm. donc etc., etc. Et en fait, le cas justement qui était évoqué, c'était qu'ils avaient mis en place pour les dernières élections américaines, en gros, ils avaient mis en place un fonctionnement de l'algorithme, une version de l'algorithme qui du coup permettait de ne pas afficher des contenus négatifs, etc. Et du coup, parce qu'ils se sont dit, à un moment donné, on va essayer d'assainir le truc. Et en fait, ce truc-là, ils l'ont mis juste en place pour les élections. Et au lieu de le laisser, parce que Ouais, c'est ça, vrai. globalement, ils avaient noté quand même une baisse de certains effets négatifs de la plateforme, ils l'ont mis dès que les élections étaient passées, parce que finalement, une grosse partie voilà, c'est ce qui alimente la machine, tout ça. Et donc, effectivement, voilà, on a un vrai sujet, effectivement, avec ces plateformes de, d'intérêts contradictoires et clairement, l'intérêt des utilisateurs n'est pas celui qui drive la plupart des choix techniques, Mhm. des choix d'implémentation. Voilà, c'est vraiment le commercial à un moment donné. Et finalement, nous, on est au milieu, tel des souris Dans un dans un labyrinthe. dans un labyrinthe. Et voilà, on se débrouille avec ça. Et c'est vrai qu'elles ont une responsabilité quand même que voilà, faut jamais oublier de mentionner parce elle est colossale quand même, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
Mais bon, Ok, est-ce en que tu voulais devenant ajouter autre méta, chose? du Ouais, coup, t'as Facebook choisi de va. commencer l'année par Ah ouais, ouais, un sujet feel good quand même. ouais, on se sent bien là après tout ça. C'est clair. Vive les fake news. Ouais. Bah, en plus, avec les élections en France qui arrivent, bah, on verra si on est la cible de campagne ou si les plateformes vont se réveiller et faire quelque chose. On verra. Surprise. Exact. Mm. Ok, bah écoute, je te propose de passer au sujet suivant si tu avais fait le tour. Carrément. Ok, cool. Du coup, on parle de Canon, c'est ça? Oui, apparemment. Ok. Bon, Canon, vous connaissez tous. Ouais. Vous êtes certainement directement ou indirectement client. Je regardais si j'avais pas un appareil photo, mais non, je n'ai plus d'appareil photo Canon depuis quelques T'as années. t'as plus d'appareil Non, Canon? non, non, non. D'accord. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Canon, donc célèbre marque d'imprimante voilà, qui existe depuis des dizaines d'années, qui est vraiment un acteur de référence sur son secteur. Et alors, c'est pas un scoop, ce que je vais vous dire, les fabricants d'imprimantes font leur beurre avec les cartouches. Clairement, c'est vraiment, voilà, c'est un business c'est presque une économie de l'abonnement, hein, on en parlait il y Oui, a c'est vrai, quelques semaines. c'est ça. C'est qu'à un moment donné, même si tu n'es pas abonné explicitement pour recevoir des cartouches, bah, en fait, voilà, tu ne peux pas utiliser ce matériel sans un complément qui prend la forme de cartouche. Et voilà, quand il n'y en a plus, quand les réservoirs sont vides, bah, il vaut mieux que tu recharges. Et alors, je souhaitais parler de Canon parce qu'en fait, ces dernières semaines, on a eu deux cas. Un, il y a vers fin novembre, et puis un vraiment là, cette semaine, qui touche le même acteur, qui touche Canon, et qui sont vraiment, alors qu'on peut prendre sur le biais de la technologie, hein, parce que du coup, c'est aussi le cas le sujet de notre podcast, hein, mais qui montrent en fait comment certains acteurs bien établis utilisent les technologies pour finalement contrôler, flouter leurs clients, et puis finalement faire, comment dire, perdurer certains comportements qui sont un peu dégueulasses. Et donc voilà, on a eu deux exemples très récents avec Canon que je Les souhaitais, exemples. voilà, sur lesquels je souhaitais revenir aujourd'hui, parce que voilà, c'est pas si rare c'est pas si courant qu'une entreprise se fasse épingler deux fois de suite à quelques semaines d'intervalle. Alors du coup, je souhaitais vous parler un petit peu de Canon. Alors en fait, le premier point, c'est il y a quelques semaines, on a donc Canon qui du coup comment dire, s'est fait pincer parce que elle a introduit un système dans dans ses imprimantes. Tu sais, les imprimantes, elles font souvent pas que imprimer, hein, elles sont également souvent scanners, Mhm. photocopieurs, etc. Et en fait, elles se sont. Alors, ça nous vient d'un article de Frandroid, hein, que j'aime beaucoup. Et donc, en fait, Canon, en fait, s'est fait épingler par des utilisateurs parce que si tu n'avais plus d'encre dans tes cartouches, tu pouvais plus imprimer, ça c'est normal, Ouais, mais tu ne pouvais plus scanner non plus. Alors qu'en fait, c'est deux fonctionnalités complètement séparées. a priori, ouais. Euh, et en fait, ils avaient finalement bloqué les appareils pour que si il n'y a plus d'encre pardon, dans les cartouches, automatiquement ça bloque la fonctionnalité scanner. Et ça, du coup, alors c'était complètement aberrant, hein, parce qu'il n'y a rien qui justifiait un tel choix. Et en fait, il y a eu un recours collectif aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs utilisateurs qui se sont finalement offusqués, hein, parce que c'est quand même des appareils qui sont 3 en 1, 4 en 1, et qui Mm. sont censés être des appareils multifonctions. Et si en fait, sous prétexte qu'une fonction ne marche pas, toutes les autres ne marchent plus, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué. C'est comme si tu avais acheté une voiture et que si comment dire, l'autoradio ne marche plus, tu peux plus rouler. Ouais, voilà. Euh, et, et donc en fait ça, du coup, ça a été épinglé. Alors Canon a essayé d'apporter une explication, alors que comme Ouais, ça alambiqué. les gros corporates ont le secret, hein, des Mhm. trucs complètement bullshit quoi, mais pour essayer un peu de calmer le feu. Mhm. Et tiens-toi bien, hein, quand même, l'explication qui était donnée, c'était en gros, vraiment, on a besoin de bloquer cette fonctionnalité parce que, en gros, si tu n'as plus de cartouches d'encre dans tes cartouches, ça peut finalement endommager l'imprimante Ah ouais. et ça peut finalement voilà, endommager également d'autres éléments de l'imprimante, Mm. notamment le scanner.
Et finalement, voilà. Et du coup, on te bloque automatiquement pour ne Mmh. pas que tu endommages ton appareil. Alors bien entendu, ça a vraiment rien à voir, hein, et il faut pas être technicien ou fabricant d'imprimante pour s'en rendre compte. Ou alors Mais disons, ou alors c'est que ouais, vraiment leurs appareils sont très, très, très mal conçus. très mal conçu avec des dépendances super bancales, Ouais. ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Non, au contraire même. Donc du coup, écoute, il y a un procès, hein, tu sais, ils aiment bien Class actions. les class actions aux États-Unis. Et donc voilà, c'est des regroupements de clients insatisfaits qui vont finalement mutualiser les frais et avoir plus d'impact et pouvoir faire des procès à des marques. Et c'est ce qui s'est passé justement. C'est ce qui est voilà, donc le procès se tiendra dans les prochains mois. On ne manquera pas de vous tenir informé, que ce soit sur le podcast ou via nos newsletters respectives. En tout cas, je trouvais voilà, le sujet déjà un peu filou. Ouais. Et puis, alors, un autre sujet filou qui touche Canon. Donc, alors, tu le sais, hein, certainement, si tu as utilisé une imprimante chez toi, comme le business des sociétés d'imprimantes est de vendre des cartouches, et que, en fait, c'est un peu comme les capsules Nespresso, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont quand même envie que tu utilises leurs cartouches. Pareil, ils ont toujours argué qu'il était quand même préférable que tu utilises des cartouches de la marque de ton imprimante, qui sont forcément plus chères que des cartouches génériques, des cartouches no-name. Et ils ont toujours argué que, bah, en gros, tu pouvais endommager ton appareil si tu n'utilisais pas des vraies cartouches. Et donc, alors, c'est un discours qui pouvait tout à fait tenir la route sur le papier, hein, Ouais, et finalement, potentiellement, oui. chacun était libre de faire ce qu'il veut, sachant que tu pouvais mettre d'autres cartouches, hein, mais voilà, si tu souhaitais mettre toutes les chances de ton côté, il t'encourageait fortement à utiliser les cartouches plus chères de la marque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu en as déjà parlé à plusieurs reprises, le sujet de la pénurie des différents composants Mhm. électroniques et des conducteurs. En fait, Canon, comme beaucoup d'entreprises tech, est également impacté par cela, notamment parce que dans leurs cartouches, du coup, ils mettent un petit composant électronique qui permet finalement à l'imprimante de reconnaître qu'il s'agit d'une cartouche Canon. C'est un petit composant électronique qui finalement fait office un peu de passe-droit en disant bah, tiens, ça c'est une cartouche légitime, du coup ne mets pas de message warning. Et en fait, voilà, l'intérêt c'est vraiment d'être capable d'envoyer des informations à l'imprimante pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Le problème, c'est qu'avec la pénurie, bah, en fait, Canon s'est retrouvé à court de ce petit composant et du coup a dû finalement envoyer livrer des cartouches qui ne contiennent pas ce composant, en fait, qui du coup pourraient apparaître comme étant des cartouches qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas des cartouches officielles Canon. Et donc, finalement, tout ça pouvait poser des problèmes de compatibilité et tout ça reposant sur ce qu'on appelle un DRM, Digital Rights Management, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un petit système qui permet finalement de gérer des droits, on va dire, des droits de licence, des droits commerciaux sur un composant électronique. Et donc, en gros, voilà, Canon signait finalement d'un DRM ces cartouches et ne pouvait plus le faire à cause de la pénurie de composants. Et donc, ils ont expliqué, en fait, via une communication tout à fait officielle, comment bypasser ce DRM qui était, voilà, qui était normalement voilà, gage d'une bonne qualité et qui, en général, voilà, tout ce que veut un producteur, c'est que tu ne bypasses pas ces DRM parce que potentiellement, ça peut ouvrir la voie à d'autres utilisations détournées. Et là, en fait, ils ont dû communiquer sur justement les modalités pour finalement bypasser ce DRM qu'ils avaient eux-mêmes mis en place, essentiellement du fait de cette pénurie de cartouches. Donc j'ai trouvé ça C'est plutôt magique, ouais. Ouais. cocasse Ouais. comme situation. C'est comme si bah, tu étais en fait, je sais pas, tu travailles dans une banque et en fait tu donnais finalement à tes clients les clés du coffre parce que justement Oui, tu n'avais pas les moyens parce que le de bien le distributeur à l'extérieur, il est pété. Et du coup, bah, pour que les gens ils se servent directement. Alors, bah, moi, je vais prendre deux lingots, ouais, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. C'est pas Exactement. mal. Donc voilà, ça revient à lever des barrages artificiels qui ont été mis en place pour des raisons plus ou moins légitimes, en tout cas, hein. Il y a les DRM, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles ça existe.
notamment pour la protection du droit d'auteur. Mais là, en l'occurrence, c'est pas exactement le cas. Et donc, voilà, ça m'a amusé sur le fait que ce fabricant, c'est certainement pas le seul, hein, au passage, Ouais, c'est sûr. s'est fait un peu prendre les doigts dans la prise et a dû faire un peu marche arrière par rapport à une utilisation un peu abusive de ces technologies. Mmh. Et c'est fou, hein, parce que ça veut dire que du coup, ils ont un coût supplémentaire dans leurs imprimantes, justement pour lire ces DRM et qui font que au final, c'est l'utilisateur final qui paye et pour plus être contrôlé sur les produits qu'il met et pour devoir acheter les produits officiels de la marque, quoi. Donc, Exactement. Bah, en général, c'est le c'est cas pour ouais, tout, hein. ouais, C'est-à-dire c'est que sûr. les DRM sont, pénalisent, Énormément. quasiment toujours. On l'a vu à Mhm. l'époque avec la musique, avec la vidéo. Mhm. Les DRM pénalisent essentiellement les gens qui achètent les choses de manière légitime, hein. Bien sûr. Notamment, tu vois, tu te retrouves avec des choses complètement absurdes, qui font que, par exemple, aujourd'hui, si tu achètes, un, admettons, tu achètes un DVD, puis beaucoup de gens font ça, ou un Blu-ray, tu peux le revendre, il y a pas de problème. Mais par contre, si tu achètes un support électronique, comme un film sur iTunes ou sur Google, en fait, Tu tu ne l'as. peux pas le céder, ce truc-là. Mhm. Alors qu'il te vaut presque le coût de ton support physique. Bien sûr. Ça, c'est à cause des DRM. Et en fait, la personne qui est embêtée, c'est pas celle qui pirate, parce que celle qui pirate trouve toujours des moyens de bypasser ces DRM. C'est celle qui a acheté de manière légitime son contenu, qui peut peut-être pas l'utiliser sur différents supports. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, typiquement, si tu achètes un film sur iTunes, tu peux pas le lire sur autre chose qu'un appareil à Apple, potentiellement, parce que il y a des DRM qui protègent la lecture. Alors que peut-être que tu as un appareil Google quelque part chez toi, avec lequel tu souhaiterais pouvoir lire ce fichier, mais tu ne peux pas parce qu'en fait, tu es bloqué via les DRM, Ouais, moi, alors ça que me tu as bien rappelle, acheté le truc. il y avait quelques années, alors je sais plus, c'était les Sims ou Diablo ou un autre jeu vidéo, il était sorti avec des DRM. Et en fait, le jour de la sortie, comme les DRM étaient obligés de communiquer avec les serveurs de l'éditeur du jeu pour vérifier si ta licence était bien OK, le jeu était hyper attendu, et du coup les serveurs étaient tombés et donc personne ne pouvait Hmm, jouer au jeu. Et donc tous les gens qui l'avaient acheté légalement, ils ne pouvaient pas y jouer alors qu'ils avaient payé leurs 60 euros, 70 € pour y jouer le jour de la sortie. magnifique. Et c'est classique, quoi. Mais Donc vous l'aurez très compris, on fort. n'est pas contre les DRM et ce qui protège le droit d'auteur, mais effectivement, parfois, on se retrouve face à certaines absurdités et c'est Ouais, toujours assez amusant de les relever. exactement, exactement. Ok, Rémi, je te propose de passer à notre troisième et dernier sujet, du coup. Comment faire un site éco-conçu? Ouais, c'est un article. Alors là, Enfin, tu m'as hypé, là. oui, oui, oui. C'est vrai qu'on parle de plus. Enfin, on parle du fait qu'il faut vivre de façon plus écologique et consommer de façon plus responsable. Et c'est vrai que le numérique, derrière notre écran, il y a des serveurs qui tournent, il y a des câbles qui transportent, il y a de l'électricité tout simplement. Et c'est vrai que des activités comme, je sais pas, regarder une vidéo ou se balader sur Internet, ça consomme. Donc, c'est une agence donc, qui s'appelle la Net Squad qui a créé un mini-site en se disant qu'est-ce que ça pourrait être finalement un site éco-conçu. Et donc, ils ont déroulé en 6 parties. Donc, c'est 6 articles de blog. On vous mettra le lien et je crois que ça existe en podcast aussi pour expliquer un petit peu leur aventure. Et enfin, je trouvais la démarche hyper intéressante parce qu'ils le font avec pas mal d'humilité en disant de prime abord, notre site, là, le site sur lequel vous êtes en train de consulter comment faire un site éco-conçu, il n'est pas vraiment au maximum de l'éco-conception. Parce que, en gros, ce qu'ils ont vu, c'est que pour faire un site vraiment éco-conçu, il faudrait qu'il soit blanc avec un texte noir et rien d'autre, quoi. Et statique. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aider l'utilisateur à avoir du plaisir en regardant et avoir une lecture intéressante. Et donc, pour résumer un petit peu ce qu'ils ont fait, ils ont fait un benchmark de tout ce qui existait, avec de nombreux liens qui expliquent ce qu'ils ont vu. Ensuite, ils ont fait le tour des fonctionnalités, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Et ce qu'ils ont vu, c'est que finalement, plus c'est clair, plus c'est efficace. Donc, pas la peine de rajouter des pop-up qui explosent déjà nos yeux, parce que ça va rendre le parcours irritant pour nous, utilisateurs, nous, lecteurs. Et donc, bah, le plus c'est simple, le moins d'efforts en tant que lecteur on aura à faire, et donc le plus efficace l'utilisation du site sera. Ensuite, au niveau du design, il faut utiliser moins de couleurs, parce que forcément, plus vous avez de couleurs, plus ça va être intense. Et dans l'idéal, il faudrait utiliser 2, 3 couleurs.
il faut préférer utiliser des polices du système, donc celles qu'on a tous sur nos ordinateurs, plutôt qu'éviter d'avoir utilisé les jolies polices de Google qui sont tout en arabesque, etc. C'est stylé, mais ça pompe. Et Qui du coup, attends, peut-être juste pour ouais, comprendre comment fonctionnent ces polices de Google, hein, ouais, si j'ai bien capté comment ça marche, c'est qu'en gros, étant donné qu'on a un nombre limité de polices auxquelles on a accès, il est possible sur un site d'appeler des polices un petit peu plus exotiques, parce exactement. que sinon, en fait, par défaut, il va s'appuyer sur les polices standards, qui sont Mhm. assez limitées, il n'y en a pas beaucoup, puis elles sont elles sont très connues. Et les polices un petit peu plus exotiques, en fait, il y a ce qui s'appelle, il y a Google Font, qui est Ouais, un service de Google encore, hein, qui permet en fait qui suit partout. d'utiliser sur une page web des polices plus évoluées. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que la page est chargée, si je comprends bien, hein, ça va appeler finalement Ouais, Google pour finalement afficher la police, on va dire traduite par Google tout à fait. et affichée par Google. Donc en fait, ça Mhm. crée finalement pour chaque affichage d'un texte, Un aller-retour. alors ça doit être optimisé Oui, connaissant bien Google et sûr. compagnie, mais c'est quand même un appel Mhm. externe à des serveurs qui sont potentiellement loin et qui font renvoyer une information là où en fait on aurait pu éviter cette allée-venue qui se Exactement. multiplie par le nombre de pages probablement. Alors il y a Forcément. peut-être des processus de mise en cache, etc. Mais Mhm. Mais voilà, quand même, il y c'est a quand même l'appel rajouter quelque qui chose peut être limité. d'externe, quoi. Ouais, exactement. Mhm. Et l'autre élément, c'est les images. Alors, les images, forcément, c'est plus lourd à charger, mais n'empêche que on ne peut pas faire juste un site noir et blanc sans images. L'image, ça aide aussi le lecteur à mieux comprendre euh, ce dont l'article parle. Ça peut le faire aussi rigoler, ça peut être fun. Et donc, ça participe au fait que faut quand même que ça soit intéressant pour l'utilisateur final. Ensuite, il Ah, y il a y a le... plein de trucs hein, sur Ouais, les images. Effectivement, il existe des manières très simples de réduire drastiquement le poids des images. C'est un vrai sujet d'optimisation, sachant qu'effectivement, plus ton image est lourde, plus elle va mettre de temps à se charger. Alors nous, on a des grosses connexions maintenant, donc ça se voit moins qu'avant. Mais tu as connu comme moi, je pense, l'époque où ton image se chargeait et, ligne par ligne. et oui. Tu l'as connu cette époque. Ouais, oui, le bon vieux Euh, 53K, ouais, oui. donc fallait bien choisir avant de cliquer sur une image, hein. Oui, Et donc, en fait, voilà, les images, plus elles sont lourdes, bah, plus finalement elles consomment de la ressource. Il y a des vraiment moyens d'optimiser les images. Et puis, il y a également, on en utilise beaucoup aujourd'hui, et moi le premier, je suis un très mauvais exemple, des GIFs, hein, qui sont finalement une succession d'images. Donc, en termes de poids et de chargement, ah, ouais, ça alourdit d'autant plus le poids des pages. ouais, exactement. Et ensuite, il y a le design, les fonctionnalités, mais il y a le contenu en lui-même aussi. On parle de plus en plus, et ça fait un petit peu écho aux fake news dont on parlait, créées uniquement pour que les gens cliquent et voient des pubs. Il faut penser aussi, réfléchir au fond et à l'utilité de ce contenu. Faut respecter l'attention de notre lecteur finalement. Faut lui apporter quelque chose qui va être, qui va lui apprendre quelque chose, le faire, je sais pas, s'évader, rigoler, mais en tout cas lui apporter quelque chose. Euh, et également penser aux 3 R. Et il y en a un qui va te plaire. Il faut réduire. Donc, il faut éviter de produire à la chaîne des contenus qui vont être inutiles. Il faut réutiliser. Et celui-là, Greg, ça nous Ah, j'aime parle. bien. C'est ma Donc, marotte. c'est-à-dire, ouais, voilà, réutiliser le contenu, c'est pas juste le créer, le balancer sur le site et voilà, il faut pouvoir augmenter sa durée de vie pour le redistribuer. Et donc, c'est là où aussi, si l'article il a vraiment du fond, il est intéressant, les gens vont pouvoir le réutiliser. Et ensuite, le recycler, peut-être pouvoir récupérer des bouts pour en faire quelque chose, de nouveaux articles ou une nouvelle version. Et ensuite, bien sûr, il y a le côté technologique. Alors là, il ne rentre pas vraiment dans les détails, mais il y a plusieurs trucs. Il faut choisir un hébergeur, hein, celui sur lequel qui va accueillir votre contenu, et de préférence qui puisse soit être carbone neutral, avoir un impact neutre ou compenser ses impacts. Et d'un autre côté, optimiser la plateforme. Dans l'idéal, un site statique, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas changer en fonction de ce que vous faites, de personnaliser. C'est vraiment un site voilà, qui est tel que vous le voyez. Et avec ces deux choses, avec ces 6 éléments, on arrive à avoir un début d'éco-conception du site. Et donc, c'est ça, on vous mettra le lien, bien sûr, dans la description, que vous alliez voir, parce que c'est intéressant. Moi, je trouve que
la réflexion, déjà se poser la question, je trouve que c'est un premier pas. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir des gens qui sont plongés et qui ont essayé d'aller. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils le disent, hein, vraiment, on a vu ça, on teste, on regarde et qui partagent en tout cas leurs réflexions. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est comme beaucoup de sujets liés à l'écologie, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir dès le début une approche rigoriste et extrême, mais effectivement regarder là où tu es capable de finalement d'optimiser, là où tu es capable de réduire sans que ça finalement dégrade trop l'expérience. Tout à fait. Et puis petit à petit essayer de voilà d'améliorer, d'être dans une démarche d'amélioration continue. Effectivement, si tu veux mettre une vidéo, c'est sympa, c'est sexy, mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que effectivement tu as besoin d'avoir un très gros site avec plein de plugins dont tu ne sers pas, qui consomment de la ressource, qui prennent de la place sur l'hébergeur et qui du coup en fait ont un impact écologique? Ou est-ce que tu peux du coup avoir quelque chose d'un petit peu plus léger? Et puis finalement, voilà, essayer de voir à chaque point du process comment on peut réduire, optimiser. Et je trouve qu'il y a il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Et en tout cas, ouais, je trouve que c'est bien d'avoir cette approche également parce que les entreprises sont de plus en plus soucieuses de leur impact environnemental. En fait, il peut être également appliqué dans leur manière de travailler et puis dans les supports qu'ils proposent. Donc, de la même manière qu'on arrête un petit peu, on se calme un peu sur les impressions de papier ces dernières années, en fait, voilà, ne pas y aller dans l'excès non plus, dans le digital, et puis effectivement, voir comment on peut avoir une approche plus responsable avec les éléments présentés par la Net Squad. Donc je trouve ouais, hyper intéressant la démarche. Ouais, non, c'est sûr. Et parce que autant, se dire, tiens, on réduit l'utilisation d'électricité, de l'eau, on met des poubelles vertes et jaunes dans nos bâtiments, on achète des voitures électriques plutôt que des voitures essence, c'est des trucs qui se voient. Le numérique, ça se voit un petit peu moins. Et donc, c'est vrai que on a tendance à dire, non, YOLO, on y va à fond, quoi. Alors que si, ça a un impact. Et donc, c'est bien que ce genre de réflexion arrive. Et donc, j'espère qu'après la Net Squad, lorsqu'ils vont pitcher chez des clients, ils proposent aussi ça et j'espère que ça a un écho en tout cas côté entreprise. Tu vois, il y a un tout petit truc que j'ai adoré sur leur Mhm. site, hein, c'est que quand tu es sur une page et qu'elle se charge, il t'indique en haut à droite, ce que j'ai rarement vu, voire jamais, le poids de la page en kilo-octets Ah oui. et également combien ça représente de grammes de CO2. Mhm. Ah oui, ça peut Et aussi. tu sens qu'il y a une optimisation vraiment, et voilà, et en fait, c'est matérialisé par ces éléments-là, en haut à droite de chaque page. Et je trouve que c'est hyper concret, hyper cool. Et voilà, l'exercice sera intéressant de dire, OK, voilà, le même site pas du tout optimisé, Mhm. et à la fin de l'année, combien ça a permis d'économiser de CO2. Mhm. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé la démarche. Merci de nous la faire partager, en tout cas. J'étais en train d'imaginer Netflix, tu vois, imagine que dans un futur proche, ça devienne obligatoire comme manger 5 fruits et légumes et que sur Netflix, à chaque fois, en haut à droite, tu auras un petit indicateur avec le CO2 qui augmente, qui augmente. Puis au bout d'un moment, tu te dis non, mais c'est bon, je peux pas, là, j'arrête, j'éteins ma télé. Ça serait génial. Ouais. On utilisera, on ira au théâtre, hein, ils joueront, tu auras des théâtres Ah, Netflix. plus sérieusement, il y a quand même quelques trucs qui existent, hein, notamment quand sur les plateformes comme ça de vidéos en ligne. Au bout d'un moment, quand tu n'as pas touché la télécommande, Oui. t'as un petit message qui te dit, au Est-ce fait, que est-ce tu es que vous êtes toujours là? réveillé? Et ça met en pause. Exactement. C'est pas un hasard, hein. Non, non, c'est sûr. S'il y a ça, c'est aussi parce que voilà, ça permet de réduire les consommations. Bah ouais. Si potentiellement tu t'es endormi, il y a beaucoup de gens qui s'endorment devant les séries, devant la télé. En fait, voilà, ça met le truc en pause et je trouve que c'est un petit truc, mais à l'échelle du nombre d'utilisateurs et du poids des fichiers et compagnie, ça peut avoir un effet également non négligeable sans finalement trop Mhm. gêner l'expérience utilisateur, quoi. Ah bah bien sûr, au contraire, même t'es endormi, ça te gêne pas. Non, c'est chouette. Ouais. Au contraire, tu sais où reprendre quand tu te réveilles, c'est trop pratique, quoi. C'est sûr. Ok, Rémi, Écoutez, merci de votre attention. Si merci à vous. l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, on l'a déjà dit, mais n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast. Pourquoi Apple Podcast? Parce que c'est l'outil le plus utilisé pour les podcasts. Mais bon, ça nous fait plaisir si vous mettez 5 étoiles aussi sur Google Podcast ou Spotify ou encore. Parce que bon, plus il y aura des notes, plus il y aura de 5 étoiles, plus ça nous aidera à remonter dans les classements et à nous faire découvrir. Exact. Écoute, c'est un plaisir de commencer cette année en podcast avec toi, Rémi. Et bien de même, c'était Et je nous chouette. souhaite plein de beaux podcasts cette année et de plus en plus de personnes qui nous écoutent et qui trouvent intéressant nos échanges toutes les 2 semaines. Exactement. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Avec plaisir. Salut Greg.
Allez, Ciao Rémi. ciao.